Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette session. Je sais que c'est juste la digestion, mais on va essayer de ne pas être trop actif durant cette heure de sieste. Je sais que certains d'entre vous là, aiment bien faire la sieste. Alors aujourd'hui, on va parler de Loom. Loom qui est ce nouveau modèle d'exécution qui arrive dans Java. Et on va regarder qu'est-ce qu'il en est en avril 2022. Comment on peut l'utiliser, qu'est-ce que ça va apporter, comment on va pouvoir intégrer ça dans les frameworks modernes comme Quarkus, Spring, Micronaut, Helidon, etc. Alors je vais me présenter, je m'appelle Clément Escoffier, je travaille pour Red Hat, je m'occupe de plein de choses autour du sujet Reactive, ça inclut Quarkus, je fais un peu de Node, je fais un peu plein de choses comme ça, et donc évidemment Loom m'intéresse particulièrement. Et aujourd'hui j'ai la grande chance de présenter avec Arthur, et petite info entre nous, c'est sa première fois. Alors voilà. Arthur? Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus pour nous écouter. Effectivement, comme Clément vient de dire, je travaille aussi chez Red Hat et je suis officiellement doctorant depuis quelques semaines. Donc ouais, ça on enchaîne. Et donc j'ai 80% de mon temps qui est sur mon projet de thèse et 20% sur lequel je fais de l'ingénierie et de la R&D avec Clément, et notamment les petites enquêtes sur Loom et Quarkus Loom. Alors voilà, parce que c'était vraiment une enquête, parce que on verra, ça n'a pas été si simple que ça pour voir comment on allait pouvoir utiliser Loom dans un framework moderne. Mais avant ça, parlons de la base, les threads. Alors, quand on fait un process, quand on a un programme, il va tourner dans son propre process, et ce process, c'est son espace mémoire, c'est à lui. Mais le code en lui-même, lui, il va s'exécuter sur des threads qui vont être gérés par l'operating system, des process threads ou OS threads. Alors votre programme, par défaut, il a une thread, c'est celle qu'appelle le point d'entrée, mais évidemment, votre programme ou le framework qu'il utilise, quel que soit le langage, quel que soit le framework, peut créer de nouvelles threads. Donc, par exemple, si on fait un Tomcat classique, on va créer des threads, on va le voir, ça sera des worker threads ou ce genre de choses. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces process threads, elles sont gérées par l'OS. C'est l'OS qui va faire tout ce qui est scheduling, savoir qui est exécutable, qui ne l'est pas, et donc donner accès à ce qui, au final, exécute notre code, le CPU. Et c'est l'OS qui fait ça. Alors, dans le monde Java, et même traditionnellement, il y a deux types de modèles d'exécution qui vont utiliser les threads d'une manière très très différente. Le modèle classique en Java, c'est ce qu'on appelle le modèle impératif. Où, par exemple, on va avoir un framework qui va recevoir une requête HTTP et va y associer une process thread, une OS thread, qui va gérer cette requête de A à Z. L'avantage de ce modèle-là, c'est que le modèle de développement est très très simple. C'est un modèle séquentiel où les instructions se font dans l'ordre. Donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, tout va bien. Sauf que comme on fait des systèmes distribués, parce qu'on veut interagir avec une base de données, appeler un autre service, faire ce genre de choses, et au bout d'un moment, notre gestion de requête, elle va faire une I/O. Elle va essayer d'appeler cette base de données ou appeler ce service. Et à ce moment-là, grâce à ce modèle de développement relativement simple, il va falloir attendre. On va attendre que cette I/O ait fini de s'exécuter pour continuer notre exécution. Donc on a une thread qui est bloquée. Alors, à cause de ça, si on veut gérer plusieurs requêtes en même temps, ce qui est toujours une bonne idée, il va falloir utiliser d'autres OS threads. Et donc on va avoir un pool de worker threads comme ça, un pool d'OS threads, on va piquer dedans. Le problème de ce modèle-là, c'est que quand on n'a plus de threads dans le pool, on est bloqué. Dans le sens où on ne va plus pouvoir gérer d'autres requêtes. Il va falloir attendre que les threads aient fini leur gestion des requêtes. Le modèle réactif, lui, c'est le modèle un peu inverse. Au lieu de créer beaucoup de threads, on va en créer très peu. On va les appeler IO threads et souvent, on les appelle event loop. Et en fait, là, le modèle, il est vraiment différent dans le sens où on va toujours recevoir notre requête HTTP, on va commencer son processing, et puis au moment où on doit faire une I/O, au lieu de faire l'I/O, attendre que ça soit fini, on va enregistrer cette I/O et y associer une continuation. Une continuation, c'est le bloc de code ou la fonction qui sera appelée lorsqu'on aura le résultat de cette I/O. Là, ça veut dire que la thread, elle ne va pas attendre, elle ne va pas être bloquée, et elle va pouvoir prendre en charge une autre requête immédiatement. Ce qui veut dire que cette thread va pouvoir gérer de nombreuses requêtes en concurrence, parce que voilà, on n'est jamais bloqué et nos I/O s'exécutent en arrière-plan. Et puis quand on a le résultat, on va appeler les continuations. Alors, ce modèle fonctionne très très bien, est extrêmement scalable, est extrêmement efficace parce qu'on a très peu de threads. Par contre, il y a une règle,
mais elle est hyper importante. Il ne faut jamais, jamais, jamais bloquer les IO threads ou les event loops. Pourquoi? Parce que si vous commencez à bloquer, ça veut dire que tout le modèle s'écroule. Vous ne pouvez pas gérer une autre requête. Et voilà, c'est compliqué. Et à cause de cette règle-là, le modèle de développement qu'il faut pour faire du réactif, pour utiliser ce modèle d'exécution, est beaucoup plus complexe. Il va falloir enregistrer nos I/O, passer des continuations. Alors comment on passe des continuations? Ça peut être des callbacks, ça peut être du reactive programming, ça peut être des futures, ça peut être plein d'autres choses. Mais voilà, il y a quand même un surcoût par rapport à ce qu'on avait côté impératif. Pour résumer ça, on a ces deux modèles, où d'un côté on a l'impératif avec beaucoup d'OS threads et un modèle de développement simple, mais un peu cher, parce que chaque thread, ça prend 1 méga à peu près en mémoire. Et on a également du context switching qui est autour de 10 microsecondes. Et donc la concurrence est limitée par le nombre de threads que j'ai dans mes pools. De l'autre côté, on a le reactive model qui, lui, n'a pas trop cette limite de concurrence. On peut gérer énormément de requêtes en concurrence. On va utiliser très peu de threads, donc très peu de mémoire. Mais le modèle de développement est beaucoup plus complexe. Alors, qu'en est-il de Loom? Alors effectivement, Loom nous fait la promesse de prendre le meilleur des deux mondes. Donc on va garder le modèle de développement extrêmement simple de la programmation impérative, et on va prendre du réactif, l'efficience de la gestion des ressources et les niveaux de concurrence très hauts qu'on peut atteindre en multiplexant les requêtes sur notre event loop. Donc la manière dont ça va fonctionner, c'est que qu'on va avoir ce qu'on appelle un carrier thread. Alors un carrier thread, c'est une dénomination fonctionnelle. Ça reste un process thread, OS thread, platform thread, Java qu'on connaît tous. Simplement sa fonction, comme ça va être de porter des virtual threads, alors on va l'appeler carrier thread. Et ces nouveaux threads, alors les virtual threads, c'est des choses qui vont venir se monter et se démonter pendant le runtime du carrier thread. Et donc effectivement, leur stack ne va pas être réservé depuis le début, c'est pour ça qu'il pèse beaucoup moins lourd en mémoire. Elle va grandir et rapetissir en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Et surtout, le temps de context switching va être aussi bien inférieur, puisque c'est plus l'OS qui doit les démonter du CPU pour les remettre, mais c'est la JVM elle-même qui va prendre un virtual thread, l'enlever et en remettre un autre. Si vous voulez, c'est un peu comme exécuter des runables et changer de runable à l'exécution. Alors, pour les plus anciens d'entre nous, souvenez-vous, Cédric, tu t'en souviens, je le sais, Java, dans les premières versions, avait des green threads. C'est assez proche de ça. Sauf qu'aujourd'hui, avec Loom, on va avoir le choix. On va avoir le choix entre OS thread ou virtual thread, qui est l'équivalent d'une green thread. Tout à fait, tout à fait. Et on a bien ce mapping à tout instant, quand un virtual thread est en train de tourner, il tourne forcément sur un carrier thread, puisqu'il lui faut bien, in fine, il lui faut bien des ressources CPU. Donc c'est l'OS qui va scheduler le carrier thread et le carrier thread qui va faire tourner le virtual thread. Alors, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est notamment quelque chose qui utilise le Go scheduler, il me semble, c'est le work stealing. Le type de charge qu'on va traiter dans des serveurs web, quand on va avoir donc plusieurs carrier threads qui vont chacun multiplexer plusieurs virtual threads, avoir un algorithme de work stealing qui va permettre à un carrier thread qui n'a rien à faire, très peu à faire, d'aller voler des tâches à un carrier thread qui lui a beaucoup trop de choses à faire. C'est ce qu'on voit avec le virtual thread numéro 1 qui va être volé par le carrier thread numéro 2. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui permet de répartir la charge au sein des différents carrier threads qu'on va utiliser. Donc ça, par défaut, c'est l'exécuteur que va utiliser Loom. C'est donc un dérivé du fork John pool. La différence, je crois que c'est qu'il est FIFO, alors que l'autre, c'est une pile. Et donc voilà. Donc, pour terminer, la conclusion qu'on pourrait avoir un petit peu grâce à Loom, c'est de se dire que le modèle de programmation des carrier threads et des virtual threads, finalement, ressemble pas mal à celui des event loops et des requêtes qu'on multiplexe dessus. Dans le sens où on a toujours un thread central qui va venir être le porteur de plusieurs tâches qui vont tourner dessus. La vraie différence, ce qui va changer en fait le modèle de programmation, qui va permettre d'avoir un modèle de programmation synchrone et de ne pas s'embêter avec des callbacks et des promesses, ça va être le fait que ces virtual threads-là, ils peuvent se suspendre et se résumer. Comme Clément vous l'a dit, quand on utilise une event loop, chaque requête, quand on veut faire quelque chose après une I/O, on est obligé de lui donner un callback ou une promesse. Avec les virtual threads, simplement, on va enlever la continuation du virtual thread. C'est un objet interne au JDK qui permet cette suspension et cette résumption. Et quand l'I/O sera terminée, on va la remonter là où elle s'était arrêtée. Donc, c'est comme si le virtual thread n'avait jamais cessé de tourner. Donc, on n'a pas besoin de passer des callbacks et de passer des promesses. Ça nous permet le développement beaucoup plus simple. Donc, pour en prendre là-dessus, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va être quasiment sur le même type de modèle qu'un modèle réactif. Donc, on a notre carrier thread. On va commencer de gérer une requête. On va y créer une virtual thread pour cette requête. Donc là, on a une inspiration très impérative. On va créer une virtual thread qui va gérer cette requête de A à Z. Sauf que quand cette requête va devoir faire une I/O, automatiquement, Loom, donc la JVM, va se dire « Oh là là, mais on est sur une virtual thread. Ok, pas de souci. Je vais bloquer cette virtual thread, mais la carrier thread, celle qu'on veut continuer à faire exécuter, elle va continuer son exécution et donc gérer une autre requête
ou appeler la continuation d'une virtual thread. Cette opération, on l'appelle park. Tout à fait. Alors voilà, là c'est les graphes qui paraît un peu compliqué, mais en fait c'est assez simple ce qui se passe. On peut voir qu'on a 3 types de threads différents. On a les virtual threads qui sont en haut, un carrier qui va servir donc de porteur pour exécuter des virtual threads, et un poller. Celui-là c'est plus une abstraction de l'esprit pour comprendre un peu ce qui se passe entre nos threads, la JVM et l'operating system. C'est un peu plus compliqué l'implémentation effective des IO dans le JDK, mais c'est pour simplifier. Donc on peut voir que notre carrier thread a une work queue qui commence avec 3 tâches à faire. Faire tourner le virtual thread 2, puis le virtual thread 3, puis le virtual thread 1. On va commencer à faire tourner le virtual thread 2. Quelque part, on va faire une requête HTTP. Et les librairies qu'on utilise dans le JDK vont in fine appeler la méthode park. Cette méthode park, elle fait 3 choses dans un virtual thread. Déjà, elle a été réécrite par l'équipe du JDK Loom pour faire une disjonction de cas en fonction de si y a un platform thread ou un virtual thread. Si c'est un platform thread qui fait la méthode park, c'est comme à l'ancienne, on bloque ça. Process thread. Un process thread. Oui, pardon, platform, process, OS, c'est un peu des synonymes qu'on peut utiliser. Et si c'est un virtual thread, alors elle va faire 3 choses. Elle va prendre la stack de ce thread, elle va la copier en mémoire. Donc, si vous voulez, on réifie l'exécution en structure de données qu'on va stocker dans le heap, c'est dans le tas de la JVM que ça va stocker. Ensuite, on va programmer un appel futur à la méthode unpark, parce qu'il faudra bien résumer ce virtual thread à un moment donné. Et ensuite, on va démonter le virtual thread du carrier thread pour que le carrier thread soit libre de faire tourner un autre virtual thread. Donc la différence principale entre un OS qui bloque un platform thread et un virtual thread qui se retrouve dans la mémoire, c'est la taille. En fait, ce qu'on va stocker dans la heap, la stack et puis les métadonnées du virtual thread, pèse beaucoup moins lourd que quand l'OS prend un platform thread et le bloque dans sa wet queue de l'operating system. Donc effectivement, quand le virtual thread 2 s'enlève, on fait la même chose avec le virtual thread 3, puis avec le virtual thread 1, on voit la work queue qui diminue à chaque fois. Et quelque part pendant l'exécution du virtual thread numéro 1, on a une requête qui arrive sur la carte réseau, elle a écrit en mémoire qu'il y avait quelque chose qui venait d'arriver, il envoie une interruption au processeur, l'OS va utiliser sa stack réseau pour regarder tout ça, et là, quelque part, en fonction de votre operating system, ça va être EPOL, ça va être KQ, enfin, il y a plein de choses différentes, l'OS va notifier les process qui sont intéressés par tel événement sur tel socket, en disant, regarde, il y a quelque chose qui vient d'arriver, je te le dis et tu fais ce que tu veux. Donc notre poller, il va recevoir cette information, et lui, il garde une table de dire, voilà, quand telle chose arrive sur tel socket, je sais qu'il faut que j'exécute cette méthode. En l'occurrence, ça va être la méthode unpark des virtual threads qui ont été suspendus. Et donc cette méthode unpark, ce qu'il va faire, le poller, c'est donc il va prendre la méthode run de la continuation du virtual thread et il va la remettre dans la work queue des carriers. C'est pour ça que vous voyez qu'au moment du unpark, on a de nouveau dans la work queue de notre carrier virtual thread 3.run qui va donc s'exécuter. Et quand virtual thread 3.run va s'exécuter, on va remonter la stack qu'on va aller chercher dans la heap et on va la remettre. Ça, c'est tout des appels natifs qui est modifié directement dans la stack. Et donc effectivement, du point de vue de l'exécution, c'est comme si c'était rien passé. Entre le moment où on a park et unpark, la stack est dans le même état. Elle a pu changer d'endroit en mémoire. C'est aussi pour ça qu'on va voir qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire aussi. Mais c'est comme si rien n'avait changé. Et donc ensuite, effectivement, on va continuer jusqu'à la fin. Mais c'est le principe de suspension et de résomption des virtual threads. Alors bon, ça fait assez de théorie. Il est temps qu'on voie un peu comment ça se marche en termes de code. Donc en fait, on va prendre une application relativement simple qui va simplement faire une query dans une base de données pour récupérer des quotes et ensuite je vais en prendre une de manière random parmi celles que j'ai ramenées. Donc la première chose, c'est que je vais lancer mon application. Hop, je vais là. Donc je ne vais pas utiliser n'importe quelle version de Java parce que Loom n'est pas encore intégré dans Java. Donc comme on est un DevOps, j'imagine que vous utilisez tous Java 17 en prod, mais là on va aller encore plus loin. On va utiliser Java 19 avec le support de Loom, donc c'est en preview, voilà, c'est pas encore prêt. Je vous donnerai le lien à la fin pour que vous puissiez quand même l'utiliser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait là, SDK use Java 19 with Loom. Je vais également utiliser une version de Quarkus qui a le support de Loom et on verra où ça en est et quand est-ce que ça va arriver sur la roadmap, mais le travail est là. Hop, je lance mon dev mode comme je faisais dans une application classique Quarkus. Voilà, on a démarré, voilà, et donc maintenant, si je viens ici, je devrais avoir une magnifique page qui va nous permettre de tester notre application. Donc notre application, on va implémenter 4 fois la même méthode, parce que c'est tellement bien d'implémenter 4 fois la même méthode. La première chose qu'on va faire, c'est blocking. Donc si j'appelle blocking, hop, tout va bien. Voilà, j'ai mon message, et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que c'est ce TatPoint-là qui est appelé. On va prendre un repository, on va faire un final blocking qui va utiliser JDBC classique, mais c'est bloquant. Je récupère ma liste de fortune, et puis je fais un random, et je retourne ça. Alors, il y a cette petite méthode log qui va en fait nous indiquer ici dans le log
sur quel thread cette méthode a été exécutée. Et ce que vous voyez ici, c'est executor thread 0. Donc on est sur un process thread classique de mon worker thread pool. Donc voilà, 0, 1, 2, 3, etc. etc. Si maintenant, je fais ici et je fais l'appel réactif, ça marche aussi. Sauf que là, la méthode elle est un tout petit peu différente. Comme j'ai dit, le modèle de développement est un peu différent, vu qu'il faut passer ses continuations, etc. Donc, on va utiliser, pareil, le même repository, mais là, au lieu d'utiliser JDBC, on va utiliser un driver. Là, donc, j'utilise Postgre, un driver Postgre non bloquant réactif. Ça me retourne un uni, c'est un des types réactifs que Quarkus supporte. Donc, grosso modo, c'est quelque chose qui va recevoir une valeur plus tard. Quand j'ai cette valeur, je vais sélectionner mon random, et en fait, ici, je retourne un uni de fortune, c'est-à-dire une promesse que j'aurai une fortune à un moment donné. J'ai également la méthode log, et si je regarde ici, nous sommes sur une vertex event loop. Donc là, nous sommes sur une IO thread, sur une event loop. Donc on avait le blocking qui s'exécute sur une worker thread, et le réactif qui s'exécute sur une IO thread. Où on va pouvoir utiliser Loom maintenant, justement. Donc, pour utiliser Loom, on va copier le blocking. Voilà, tac, coller. Hop, on va renommer ça. Voilà. JDBC, voilà. Et pour dire à Quarkus, oui, mais cette méthode-là, je veux qu'elle soit exécutée sur une virtual thread, je vais lui rajouter une annotation, run on virtual thread. Et voilà. Et donc maintenant, si je fais ça, et que j'appelle cette méthode-là, ça marche. On a notre appel qui va utiliser Loom, et comme j'ai également utilisé la méthode log, on va voir qu'ici, on a bien une Quarkus Virtual Factory 0. Donc c'est une virtual thread, et là on va avoir 0, 1, 2, 3, parce qu'on ne les poule pas. Elles ne sont pas chères. On n'a plus de problème de pool, on peut en créer des millions si vous voulez. Et donc, voilà comment on le fait avec simplement une annotation. Merci. Donc, juste pour continuer, grosso modo, on avait ça. On a le impératif blocking sur la gauche. OK, super, classique, on l'a tous fait. On a sur la droite, tout à droite, le réactif avec retourner donc un uni, ça aurait pu être une completable feature, ça aurait pu être plein d'autres choses. Et au milieu, Loom avec JDBC, où en fait j'ai pris mon blocking et j'ai rajouté une annotation, run with virtual thread. Pas mal. Et donc là, on tourne sur le carrier thread, etc. On devrait avoir les mêmes capacités que réactive avec le code, à une annotation près, avec du code bloquant. Donc comment ça marche? En fait, c'est toute l'idée de Quarkus. En fait, Quarkus est capable de décider pour vous de quel modèle d'exécution va être utilisé. Donc, s'il se rend compte que votre endpoint il est réactif, parce que vous retournez un completion stage, un uni, un multi ou ce genre de choses, il va faire OK, pas de souci. On est appelé sur l'IO thread, parce que toute la base de Quarkus, c'est des IO threads, c'est du réactif, et on va rester sur cette IO thread, parce que vous passez les continuations, tout bien, et voilà, pas de souci. Si néanmoins, on se rend compte que c'est du code impératif, vous retournez une fortune, vous faites des transactions, vous faites ce genre de choses, dans ce cas-là, au dernier moment, on va dispatcher sur le worker thread, et puis, lorsqu'on aura le résultat, on va repasser sur les IO threads, parce qu'en dessous, encore une fois, c'est des IO threads. Et enfin, tout simplement, si on a le run on virtual thread, on va dispatcher sur une nouvelle, encore une fois, une nouvelle virtual thread. Et puis quand on aura fini, on va repasser sur l'IO thread comme on le faisait avec le poller. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est intéressant de voir, c'est ce que Clément vous a dit, c'est que les virtual threads, on ne les poule pas. Comme ils sont extrêmement pas chers à créer et qu'ils coûteraient en mémoire, on n'a pas besoin de les pouler, on peut juste en créer autant qu'on veut. Donc le modèle qu'on a choisi d'utiliser pour Quarkus Loom, c'est celui-ci. Donc Clément vous a exposé blocking, vous avez un pool de worker thread, vous en avez plein. Reactive, vous avez un set d'event loop qui est assez réduit. La métrique, je crois que c'est 2 fois le nombre de CPU. Actuellement, tant qu'il n'y a pas IO ring, avec IO ring ça changera, mais grosso modo c'est 2 fois le nombre de CPU core. Voilà. Et donc pour blocking at run on virtual thread, on a vu qu'on crée un virtual thread à chaque fois qu'on reçoit une requête. Et ce virtual thread là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on le crée, on va soumettre son exécution à cet ensemble de carriers. Et on vous a dit que par défaut, c'était un dérivé de fork pool que Loom utilise. Nous, on a décidé de changer ça. Parce que fork pool, il a une histoire de parallélisme, une limite pour le parallélisme, mais nous, on voulait garder vraiment un ensemble de carrier thread qui est très réduit.
Donc on utilise plutôt un fixed thread pool executor, et après on a fait du benchmark pour comparer les deux. Et donc on va soumettre l'exécution du virtual thread dans un des carriers qu'on a, et on a autant de carriers qu'on a d'event loop. Donc vous voyez que le nombre de worker thread, lui, il est dynamique, il va grandir quand on en aura besoin, avec une limite. Le nombre d'event loop et le nombre de carrier thread sont fixes. Quand vous démarrez vos applications, vous aurez 4 carriers et 4 event loop. Et donc effectivement, vous pouvez voir que si vous utilisez des méthodes blocking ou non-blocking, Quarkus peut inférer laquelle vous utilisez en fonction de la signature de la méthode, du endpoint. Par contre, si vous voulez utiliser des virtual threads, comme la signature ne se distingue pas de celle du blocking, vous devez forcément utiliser la notation @ virtual thread, parce que par défaut, on va encore utiliser le platform thread du worker pool. Alors, pas mal. On rajoute une annotation, tout le monde peut faire ça, et puis c'est fini. Mais en fait, c'est pas si simple que ça. Oui, en effet. Le problème, c'est que cette promesse de Loom de nous dire que les virtual threads vont se démonter du carrier thread au moment où on fait une opération bloquante pour se remonter plus tard, des fois, elle n'est pas tenue. Alors, l'équipe d'Oracle a toujours été très claire, elle nous donne les scénarios dans lesquels ça va ne pas marcher. Et si vous voulez, sur ce graphique-là, c'est ce qu'on essaie de montrer. Dans le premier cas, où il y a les premières lignes avant la grande flèche qui va vers la gauche, donc le carrier thread va run le virtual thread, qui va faire une opération bloquante, donc il va se parquer, plus tard il va se unparquer, et il va continuer à tourner sur le carrier thread. Le problème, c'est que dans certains cas, l'opération de parking peut échouer. Alors, c'est plutôt l'opération de yielding, mais on simplifie. Et donc, quand ça échoue, pour une raison ou une autre, on va fallback sur une opération qui s'appelle park on virtual thread, qui va ce qu'on appelle piner la virtual thread au carrier thread. Et donc là, si vous voulez, c'est impossible de démonter le virtual thread, les deux sont attachés. Donc c'est l'operating system qui va prendre le carrier thread, comme on a toujours fait avec les plateformes thread en Java, le mettre dans la wait queue de l'OS, et ensuite, plus tard, quand l'opération bloquante sera terminée, la remettre dans la run queue et pouvoir continuer l'opération. Donc si on est dans un cas où le parking normal des virtual threads ne fonctionne pas, on va se retrouver avec une opération bloquante qui sera, en fait, si vous voulez, aussi pire que ce qu'on avait avant avec bloquant. En plus de ça, le nombre de carrier threads qu'on utilise étant plus réduit que le nombre de worker threads qu'on a dans un worker pool, si on bloque ne serait-ce que quelques carrier threads, on peut déjà arriver à une application qui fonctionne plus qu'à 25%, voire 0% de sa capacité. Donc il faut faire très attention à ne surtout pas piner le virtual thread au carrier thread. En fait, c'est tout le truc. C'est un modèle qui est finalement très proche du modèle d'exécution réactif. Donc si on bloque notre carrier thread, ça revient à bloquer l'event loop. Le modèle s'écroule. Mais, on est d'accord, ça va jamais arriver ça. Hein? Jamais. Transition. Alors justement, on va le voir. J'ai ma méthode là qui existe. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais débugger. Oui, avec un débugger. On peut faire des systèmes out, ne vous inquiétez pas. Donc je vais m'accrocher à mon application, voilà. Et j'ai mis un breakpoint qui est justement sur ce park on carrier thread, qui est la méthode qui est appelée au moment où on n'a pas réussi à se démonter et on va piner notre carrier thread. Alors, j'ai un breakpoint qui va simplement loguer, donc on va voir si ici j'ai des logs ou pas. Donc on va reprendre mon application et je vais tout simplement appeler, je l'appelle 3-4 fois histoire de voir si on a des logs ou pas. Mais ça ne devrait pas arriver, on est d'accord. Hein, JDBC classique, voilà. Voilà. C'est un peu embêtant, parce qu'on a justement dit, ah ben non, faut pas, parce que si on fait, tout s'écroule. Et en plus, on a regardé en détail, c'est que ça ne le fait pas pour un petit peu, ça commence à piner au moment où on commence à interagir avec la base de données, et ça unpin quand on a fini. Donc toute l'interaction avec la base de données est bloquée. Exactement ce qu'on ne veut pas faire dans un modèle réactif ou dans un modèle comme ça. Encore. Donc, comme Arthur l'a dit, par contre, c'est une limitation connue. Tout à fait. L'étude d'Oracle a été... Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà allés à l'université de Rémi-Forax et José Pomar, c'était vraiment une très très bonne université. Et notamment, ils ont passé un peu de temps à nous détailler pourquoi est-ce que certaines choses vont piner le virtual thread au carrier thread. Et bon, là, ils m'ont appris des trucs parce que je ne savais pas pourquoi c'était. De ce que j'ai compris, c'est que quand vous allez appeler du code C qui va rappeler du code Java, vous allez avoir des frames sur votre stack qui seront des frames C. Et le problème de C, c'est que la donnée qu'il utilise, si vous voulez, c'est des adresses très précises en mémoire. Donc on ne peut pas prendre les frames de C et les balader partout dans la mémoire. Parce que justement, c'est très attaché là-dessus. Et donc quand on utilise un block synchronized, quand on utilise des appels natifs qui vont ensuite rappeler du Java, qui va exécuter du code bloquant dans un virtual thread, c'est autant de scénarios où en fait, comme on ne peut pas balader ces frames de C n'importe où dans la mémoire, et ben en fait ça va bloquer le carrier thread au virtual thread et on va se retrouver dans cette situation de pinning. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, ok, Loom c'est preview, c'est pas encore là. Mais même quand ça sera là, il va falloir réécrire une grande partie de l'écosystème Java pour enlever tous ces trucs-là, toutes ces constructions qui
vont potentiellement bloquer le carrier thread, parce que sinon tout va s'écrouler. Donc, bon, pour les synchronized, ok, on peut utiliser des re-entry entry write block, pour les notify all, des conditions. Donc, on a des approches. Il y a des choses qui peuvent être faites. Pour le natif, c'est plus compliqué, hein, parce que réécrire du natif en Java, les perfs vont peut-être pas être les mêmes. Donc, il va y avoir des choses comme ça. Alors, bien sûr, il y a d'autres projets autour du JDK qui arrivent, qui vont nous permettre de faire des choses. Mais voilà, il va y avoir pendant un petit moment, on va devoir réécrire une partie de l'écosystème, parce que sinon, on ne pourra pas l'utiliser. Alors, est-ce qu'on est doomed ou est-ce qu'on est loomed? Eh bien, en fait, non. Parce que souvenez-vous, quand je vous ai présenté Quarkus, j'ai dit, en bas, c'est du réactif. Et ce qui veut dire que nous, dans l'implémentation de Quarkus, on a plein de clients asynchrones. Et ces clients, ils utilisent tous une API qu'on appelle Mutiny, d'où vient ce fameux uni. On a un autre type qui s'appelle Multi. Et quand on a codé Mutiny, Loom était au tout début. Et on a réimplémenté, parce que je l'ai implémenté 3 fois pour que ça marche, on a implémenté des opérateurs qui vont attendre, qui vont bloquer nos opérations asynchrones, mais bloquer de manière à ce que la carrier thread ne soit pas pinée, ne soit pas bloquée. Donc en fait, on va écrire du code, certes avec des clients réactifs, mais de manière impérative, de manière séquentielle, on va le voir. Et quand Loom va devoir bloquer, pas de souci, là, notre carrier thread ne va pas être bloqué. Donc, si je reviens à mon code, comment on va faire ça? Hop, je vais prendre ici. Je vais copier. J'aime bien le copier-coller. Voilà. Hop, je mets Loom. Je dis Loom with Netty. Et là, au lieu de faire ça, de faire un find all blocking, non, il me faut le find all async and await. Alors, pourquoi ça s'appelle and await? Parce qu'en fait, la plupart, même tous nos clients réactifs dans Quarkus ont des méthodes qui s'appellent andAwait, qui, si vous les appelez dans un worker thread, va bloquer. Si vous les appelez dans une virtual thread, va bloquer la virtual thread, mais pas la carrier thread. Donc, voilà. Donc, au final, c'est relativement proche de ce qu'on aurait fait en impératif classique. Mais bon, on a ce suffixe andAwait. Alors, on a également ça pour les streams, donc on peut itérer, on a ce genre de choses. Et grosso modo, c'est tout. On a Loom with Netty, on fait un find all async and await, etc. Donc, je vais juste cacher ça. Disconnect. On se reconnectera tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne. Donc, c'est ce quatrième bouton. Voilà, ça fonctionne. Ça marche. Et si on regarde dans la console, parce que j'ai toujours ma méthode log, on est bien sur des virtual threads. Donc, comme une fois, elles ne sont pas poulées. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ça, on compte, quoi. Est-ce qu'on pin ou est-ce qu'on pin pas? On va refaire la même chose. Je vais remettre mon debugger. Voilà. Encore une fois, il y a toujours le endpoint. Voilà. Tac. Et donc, je vais l'appeler quelques fois pour voir si ça marche ou pas. Voilà. On ne pine plus. Donc là, on a un modèle qui marche, qui ne pine plus la carrier thread. Mais on est obligé de faire un petit peu un compromis là-dessus. C'est quoi ce compromis? C'est qu'en fait, hop, on a une danse à 3 threads en fait. On va avoir notre carrier thread qui va exécuter notre virtual thread. Cette virtual thread va utiliser un client non bloquant, officiellement non bloquant. Ce client va faire les I/O, va faire tout ce qu'il veut, etc. Et là, notre virtual thread, parce qu'elle veut attendre que la continuation soit appelée, elle va faire un andAwait ou ce genre de choses. Et ceci, the await, va relâcher va parquer la virtual thread et la carrier thread va pouvoir continuer son exécution, prendre autre chose, faire ce qu'elle veut, vivre sa vie, etc. Lorsqu'on a la réponse, l'event loop reçoit la réponse, va dire ah oui, c'est bon, ça y est, on va pouvoir appeler la continuation et hop, on continue d'exécuter notre virtual thread. Donc finalement, notre modèle de développement est relativement similaire à ce qu'on avait avant. La seule différence, c'est que on a ces méthodes andAwait et cette danse à 3 threads. Et là, vous vous dites, attends, si on prend le carrier thread et qu'on prend l'event loop et qu'on fait, ça serait génial, non? Hein? On prendrait le carrier thread
et l'event loop, on en fait une seule thread, et tout ira bien, on économise les thread switch, ça va être super, ça va être génial, et ça, c'était le plan qu'on voulait faire au tout début. Tout à fait. Alors le problème, c'est que déjà, l'API de Loom a changé, et il s'avère que jusqu'à cet hiver, l'hiver 2021, on pouvait spécifier quel exécuteur on voulait, donc quelle stratégie on voulait mettre en place pour mapper les virtual threads sur les carrier threads. Maintenant, on ne peut plus le faire. Et je crois que c'est à cause des deadlocks dont on va vous parler. En fait, il y a une bonne raison pourquoi ils l'ont caché. Hein. Voilà. Non. C'est ça. Voilà. Donc on peut toujours le faire avec des appels réflexifs. Le problème, c'est qu'on ouvre du coup tous les modules de la JVM quand on fait tourner ça. Mais en gros, le principe, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des threads qui ne feront qu'être des carrières, on va réutiliser les event loops qui vont faire, comme vous pouvez voir, des fois elles font leur travail d'event loop en violet, et des fois elles vont faire un travail de carrière en bleu. Mais si vous voulez, ça va être le même thread qui va faire les deux. Et le problème, c'est que oui, voilà, ça peut nous amener à des deadlocks. Alors, il y a juste le morceau de la slide d'après. Voilà. C'est ce code-là qui deadlock, et en fait, c'est à cause des systemout.println que ça deadlock. Donc vous serez obligé d'utiliser des debuggers. Ouais, c'est le problème. Et donc, je vais vous faire une petite démo après pour vous montrer vraiment ce qui se passe. Mais si vous voulez, si vous faites que le premier systemout.println, tout va bien. Si vous faites que le deuxième, tout va bien. Donc, on a 3 endpoints en fait. Un endpoint où il n'y a que le premier systemout, un deuxième endpoint où il n'y a que le deuxième systemout, et un endpoint print both où vous allez devoir exécuter les deux systemout, et là, ça deadlock. Donc c'est à cause de ces deux affichages que l'application, si vous voulez, deadlock complètement et plus rien ne se passe. Et on ne peut même pas l'arrêter, on est obligé de la mettre sur pause et de kill le process manuellement avec Linux. Oh oui, on est sur du haut niveau de deadlock. Hein, voilà, c'est du bon deadlock. Alors justement, Arthur va vous montrer ça. Hop. Alors j'ai éteint le process, donc tu peux y aller. Alors je crois que c'est launch. Donc on va démarrer. Donc c'est une autre version de Quarkus qu'on avait travaillé avant, qui justement, nous c'est ce qu'on voulait parce qu'on veut économiser un maximum le nombre de threads qu'on crée. Et donc on avait commencé à travailler là-dessus et tout marchait bien jusqu'à ce que ça marche plus du tout. Et en fait donc c'est ça, c'est les endpoints qu'il a expliqué. Donc là on va faire un peu de charge avec A. Exactement. Voilà. Là ça a marché. Alors comme c'est un truc de charge, des fois il faut. Non, ça n'a pas marché parce qu'en fait, ouais, en fait tu ne t'exécutes pas sur SDK. Voilà, ça sera mieux si on utilise Loom, ouais, c'est mieux. Voilà. Oui, parce qu'on a quand même des fallbacks. Donc ça, c'est une vieille version, donc il n'y a pas toutes les garanties qu'on a. Mais aujourd'hui, si vous utilisez un endpoint qui devrait avoir des virtual threads avec un JDK au runtime qui ne supporte pas les virtual threads, Quarkus vous refait basculer sur les worker threads normales. Et là, vous avez des erreurs. C'est safe. C'est une vieille version, donc elle n'était pas safe celle-là. Et donc quand on va commencer à monter en charge, alors il faut peut-être l'appeler un ou deux fois. Voilà. Ça y est, on y est. Donc vous voyez, là on envoie ces 200 goroutines différentes qui vont chacune envoyer une requête sur notre application. Et vous pouvez voir que l'application, on est sur du... Je vais peut-être la mettre en grand pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà, c'est vraiment Vertex, je crois, qui nous crie dessus. Oui, parce que en fait, comme derrière, notre native event loop et notre carrier thread sont les mêmes, et que Vertex, qui utilise cette native event loop, vérifie qu'on n'a pas de deadlocké, ben là, Vertex commence à dire, ben non, on est mort. Et là, vous voyez, j'essaie de le kill, ça marche pas, c'est foutu. Donc, on a un autre petit script qui va la tuer, qui est censé la tuer. C'est qu'il faut lui demander gentiment. Non, c'est parce que je l'ai codé. Ah non, c'est bon, ça l'avait tué. Okay. C'est juste l'affichage qui allait pas. Voilà. Et donc ça, typiquement, ça fait partie d'un des problèmes qu'on a découvert, si vous voulez, en travaillant sur Quarkus Loom. Il y en a eu d'autres comme ça, notamment l'interaction entre Netty et Loom, qui des fois n'est pas évidente à gérer. On pourra en parler sur des questions après, dans la suite de l'exposé. Donc voilà, ça nous a empêché d'utiliser cette méthode-là et de rebasculer sur le plan A, qui est de dire on a des carrier threads qui ne feront jamais rien d'autre que d'être des carrier threads. Ils ne sont pas des event loops qui font aussi des carrier threads, c'est vraiment, ils sont spécialisés. Donc, ok, on reprend notre approche avec cette danse de thread, mais est-ce qu'on a les promesses de Loom finalement? Parce que, ok, on a le développement de modèle, mais est-ce qu'on a vraiment ces ressources très peu utilisées, cette concurrence? Donc, on a repris un benchmark qui est le Tech Empower Benchmark, qui est utilisé par plein de langages, plein de frameworks. C'est un benchmark que Quarkus, dont Quarkus participe. Et le benchmark officiel, c'est pas tourné par nous, c'est tourné par eux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont plein de scénarios. Donc là, on n'en a pris qu'un seul. Et ils le font tourner à la fois sur du bare metal, donc plutôt des machines un peu costauds, et dans du cloud, sur des machines très très limitées. Donc plutôt voir si on est bien cloud native ou pas. Donc on a pris le scénario qui s'appelle Fortune. Alors on a juste modifié, je dirais pourquoi. En fait, l'idée, c'est l'exemple que je vous ai montré. On a une base de données, on récupère toutes les lignes de la base de données,
On rajoute un truc pour faire un peu de CPU, etc. On fait un petit classement, pareil, hein, c'est pour faire un peu de CPU. Et là, nous, dans ce qu'on a implémenté, on le retourne la liste comme JSON. Dans le vrai Fortune, il faut faire un server-side template qui n'a aucun intérêt pour comparer ce qu'on voulait comparer. Donc on a dit, bon, c'est bon, voilà, on n'est pas des front-end, voilà, vous avez vu l'UI. Hein. Donc bon. Donc on a fait tourner ce benchmark avec 3 variantes. Blocking, reactive et run on virtual thread, donc le /loom. On l'a fait tourner sur 2 environnements séparés, conteneur, donc avec 0,5 CPU et 512 de RAM, donc ce qu'on voit chez nous, la plupart de nos clients, c'est ce qu'ils utilisent, et également sur quelque chose qui se rapprocherait des ressources d'un Amazon EC2 T2 Micro, donc un virtual CPU et 1 Go de RAM. Donc là, les résultats qu'on va vous montrer sont les résultats des conteneurs. Quand vous prendrez les slides, il y aura l'ensemble des résultats. Et donc voilà, on va faire tourner ça dans Blocking, donc avec plein de worker threads, avec Reactive, avec que nos event loops, et donc avec Loom, avec 2 carrier threads, et le reste en virtual thread. On va prendre plusieurs mesures. Déjà, on va faire augmenter la concurrence de 800 à 2000 requests secondes. Là, vous dites, ah, mais c'est pas beaucoup, parce qu'en fait, dans la vraie vie, il y a de la latence entre l'application et la base de données, et on a justement rajouté de la latence. On a mis une latence de 0,5 secondes entre l'application et la base de données. Parce que c'est rare que tout s'exécute sur la même machine. Hein. Bah, à part quand on fait sur notre machine de dev, mais voilà. Et les mesures qu'on a prises, on a récupéré le response time, évidemment le maximum, le débit, et puis l'empreinte mémoire, c'était une RSS, Resident State Size, c'est-à-dire la quantité de RAM utilisée par notre process. Alors, merci beaucoup. Une des choses qu'on peut commencer par dire, c'est qu'on a quand même tenté de le faire sans délai. Donc en enlevant le délai, on utilise Pumba, c'est un outil de chaos engineering pour ajouter du délai entre la DB et le serveur. Et en fait, c'est les mêmes ordres de grandeur, si vous voulez. Les performances changent, on passe de limites qui doublent en fait, parce que comme il n'y a plus de délai, on peut traiter plus de requêtes. Mais si vous voulez, c'est toujours Blocking qui va stocker pop en premier, Reactive et Loom et puis Reactive. Donc, alors à propos de ce graphe justement, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous avez le bleu clair qui est en fait Blocking. Donc c'est le serveur qui va utiliser des worker threads pour traiter la requête. Vous avez ensuite le bleu foncé qui va être virtual thread, on utilise un virtual thread pour traiter la requête, et enfin Reactive qui va tout faire tourner sur l'event loop de manière asynchrone. Donc là, on a accès à la latence maximale et au débit. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, les virtual threads vont commencer à avoir leur latence, enfin le serveur qui utilise le virtual thread va commencer à avoir son temps de réponse maximum augmenté à partir de à peu près 1200 requêtes par seconde. C'est mieux que Blocking, qui est autour de 1000 requêtes par seconde, mais c'est moins bien que Reactive, qui arrive à 1400-1500. Le problème, c'est que comme on est un peu toujours à la limite, le serveur arrive très vite avec des charges. Vous voyez le petit pic de Reactive qui arrive là autour de 1500 pour ensuite redescendre. Si vous voulez, il va arriver quelque part dans les différents benchmarks qu'on a fait entre 1400 et 1600, mais il arrive toujours dans ces ordres de grandeur là. Donc c'est répétable et vous allez toujours trouver à peu près la même chose. Par contre, en termes de débit, c'est là que c'est intéressant. On peut voir que le débit que Loom offre, même si la latence explose, le débit reste quand même très bon par rapport à ce que Blocking peut faire. Et effectivement, Blocking, ça se comprend très simplement. Comme on a une latence de 0,5 secondes, on peut traiter à peu près 2 requêtes par seconde. On a 500 workers, 500 fois 2000. Donc le débit maximum qu'on peut atteindre avec ce serveur-là, ça va être 1000. Là, vous voyez, les virtual threads de Loom et les event loops du serveur réactif, avec seulement 2 carriers et 2 event loops respectivement, on arrive à des débits qui peuvent dépasser 1600, qui sont presque 2 fois plus importants que ceux du Blocking. Là où ça se complique pour Loom, là où le bilan est un peu moins bon, c'est sur l'utilisation de mémoire. On peut voir que Reactive, ça a toujours été une préoccupation, comme sur cette cloud native, d'avoir une basse empreinte de mémoire. Et on peut voir qu'on ne va jamais dépasser, c'est celui du haut je crois, ouais c'est ça, on ne va jamais dépasser 200-225. Là où en fait, Loom, 1200 c'est le moment où lui, sa latence va commencer à exploser, sa consommation de mémoire aussi explose. Donc ce que vous gagnez en termes de scalability par rapport à Blocking, vous allez le payer sous la forme de consommation de mémoire. Donc encore une fois, c'est des compromis qui dans certains cas vont être possibles, dans d'autres cas ne vont pas être possibles. Et encore une fois, notre benchmark teste aussi quelque chose de très spécifique. Donc peut-être que Loom va se comporter de manière beaucoup plus efficiente dans d'autres cas. C'est vraiment le départ de la discussion, ce qu'on est en train de vous montrer. Alors justement, par rapport aux promesses qu'on avait, le modèle de développement simple, ok, on l'a. Le high concurrency, pas super top. Hein, c'est moins bon que Reactive, il y a quand même une différence. Le resource efficiency, c'est clairement pas là. Donc ça va diminuer notre densité de déploiement. Donc dans certains cas,
ça va être un showstopper pour toutes ces approches-là. Alors, de manière un peu plus synthétique, voilà ce qu'on a. Grosso modo, la latence, on a blocking, loom, donc loom qui va un peu plus loin, réactive qui va encore plus loin. Et en RSS, on a quasiment blocking et loom pratiquement pareil, alors que réactive n'utilise quasiment pas de ressources. Donc ça, c'est pour le conteneur. Vous allez dire, oui, mais micro, qu'est-ce on est où dans micro? En fait, micro, on va simplement prendre le même graphe et le décaler, parce que, évidemment, on a plus de ressources, mais on va avoir pratiquement les mêmes résultats. Blocking va pouvoir gérer jusqu'à 1500 requêtes secondes, Loom va aller jusqu'à 1600, et réactive à peu près pareil. Donc là, la différence est vraiment, vraiment faible. Par contre, en RSS, c'est toujours pas bon, c'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment, vraiment beaucoup de mémoire, quasiment 2 fois plus de mémoire qu'une approche réactive. Alors, où on en est? Alors déjà, tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, vous pouvez le reproduire chez vous, sous l'œil attentif d'adultes, bien évidemment. Mais voilà, donc toutes les API de Reactive, de Quarkus, comme je vous l'ai expliqué, ont ces méthodes underweight ou usstream ou usIterable, donc vous pouvez les exécuter sur des virtual threads, il n'y a pas de souci. Donc on a ça pour les bases de données, on a ça pour les network clients, type REST client, gRPC, GraphQL, etc. Template engine, un send email, etc. Il y a d'autres choses sur la roadmap qu'on voudrait faire, typiquement pas mal de tuning quand même, il y a des choses qui ne sont pas encore au point. On veut supporter plus de serveurs, typiquement gRPC et messaging, parce que Virtual Thread et Kafka, c'est intéressant. On va y arriver, mais voilà, ça va demander un peu d'huile de coude. Donc comment faire ce qu'on a fait aujourd'hui? Tout simplement, vous téléchargez un JDK de cette URL-là, donc c'est des previews, ils en font à peu près un par mois en ce moment, quelque chose comme ça. Donc ça change relativement vite, donc il faut tout le temps retester parce qu'il y a des choses, il y a des limitations qu'ils enlèvent, il y a d'autres choses comme ça. Vous prenez le Loom support de Quarkus qui est disponible dans cette pull request et qui devrait être mergé pour Quarkus 2.10, donc début juin. Sachant que j'ai ciblé mai, mais bon, on sait tous que le mois de mai en France, il n'existe pas vraiment, donc voilà. Et vous utilisez Run on Virtual Thread, et c'est bon. Vous avez exactement ce que vous avez montré, donc vous pouvez commencer à tester en disant « Ah tiens, là c'est peut-être intéressant, là c'est peut-être pas intéressant ». Donc faites-vous une idée, regardez, et n'oubliez pas d'updater régulièrement Loom, parce que il va y avoir des choses. Alors tout ça pour conclure, le Simple, Efficient and Concurrent, oui c'est le but, oui on y arrivera, mais on n'y est pas encore en avril 2022. Il va falloir encore beaucoup de choses, à la fois en termes de Loom, mais à la fois en termes d'écosystème, parce que il va falloir réécrire certaines choses. Donc voilà, on peut utiliser Netty, comme je l'ai montré, donc avec cette histoire de wait. Donc c'est des compromis, il y a cette histoire de 3 threads qui vont se tourner autour. Mais bon, ça peut être une solution. En attendant, ça peut donner quand même des résultats intéressants. Mais malheureusement aujourd'hui, simple, oui, concurrente, pas mal, efficient, on n'y est pas encore. Voilà, il nous reste 2 minutes pour des questions. Je voulais vous remercier. Et voilà, Arthur, voilà, ça y est. Merci beaucoup. Oui. Ouais, j'ai une question par rapport au fait. Là, tu nous présentes une solution avec Quarkus. Ouais. Oui. Donc, tu sais qu'il fait Loom en dehors de Quarkus. Alors, je vais répéter parce que pour l'enregistrement. Donc là, on a fait beaucoup de choses autour de Quarkus, évidemment. Et est-ce que Loom, en dehors de Quarkus, est-ce qu'on aurait d'autres promesses? Eh bien, en fait, on a regardé aussi. Parce qu'avant de mettre Loom dans Quarkus, on a quand même regardé beaucoup Loom tout seul, parce que bon, Quarkus, c'est quand même un peu complexe. Ah, je voulais que tu répondes, Ouais. mais Effectivement, il y a eu des recherches par Jetty. Donc, il me semble que ce moteur, ce framework pour construire des serveurs, n'a pas une machinerie réactive aussi grosse que celle de Netty, voire il utilise même des appels bloquants. Et donc, c'était un meilleur fit pour Loom. Il pourrait juste remplacer ses worker threads par des virtual threads et avoir des très bonnes performances sans devoir avoir toute la stack de Netty qui s'empile. Parce que là, on a quand même 40 frames sur la stack quand on arrive au moment où on appelle les virtual threads. Et le truc, c'est qu'il devait faire une enquête en 3 parties. C'était en 2019, je crois, ou 2018. Et en fait, ils ont fait partie 1, partie 2. Et la partie 3 n'est jamais sortie. ouais, c'était trop. Ça allait pas du tout dans la bonne direction, donc ils ont fait. On laisse tomber. En tout cas, notre interprétation, c'est que voilà, Ouais. Les résultats en fin de partie 2 n'étaient pas encourageants du tout. Donc après, c'était il y a 2 ans. Donc voilà, les choses ont beaucoup changé. Je pense qu'ils vont le refaire. Nous, ce qu'on a regardé Loom tout seul, en fait, il y a quand même des problèmes. On voit des problèmes de ressources, on voit ce genre même en pur, même si on prend le HTTP, du GDK, etc., on arrive à des quantités de RSS utilisées qui sont
qui sont pas, normalement, je dirais même pas acceptables pour cet ordre de grandeur en termes de concurrence. Par rapport à ce que moi je vois, ce que je fais en mode pur réactif. Donc ouais, on a regardé. Voilà. Mais encore une fois, c'est des previews, on n'est pas encore en prod ready. Testez et vous verrez. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a le temps de... On a 10 secondes. Voilà, on a déjà Ah ouais, on a déjà des... Ah ouais, tu vois, là, ça y est, il monte. Merci, je vous remercie. On sera là si vous avez des questions.